Bonjour tout le monde. Mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Danny Provost, qui est un planificateur financier, qui est aussi un blogueur invité au journal Les Affaires qui a un blog super intéressant. Donc, premièrement, Danny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Première question, là, je t'ai à peine introduit. Peux-tu te présenter dans tes mots? Donc, qui est Danny Provost? Ben, essentiellement, je suis un planificateur financier qui a décidé peut-être de pouvoir discuter avec les différents spécialistes qui existent dans le domaine de la planification financière. Ça fait que pour ça, j'ai décidé de faire quelques cours. Ça fait que à la base, je suis actuaire dans le domaine de la planification financière. Après ça, j'ai fait des études en fiscalité. J'ai fait mon titre de CFA pour discuter avec les spécialistes en placement, bon, etc. Ça fait que c'est vraiment la planification financière qui me définit le plus dans mon day-to-day. Maintenant, je suis un passionné d'un domaine en planification financière en particulier, c'est l'optimisation fiscale. Fait que je développe beaucoup d'outils, des calculateurs pour faire en sorte que les gens, après notre intervention, soient de façon profitée, grâce à la fiscalité, plus riches qu'il aurait été autrement. Et je suis auteur, là, à part le blog, mais là, je suis en train de préparer finalement, après 15 ans, mon deuxième livre. Quand est-ce que ça va paraître? Ben écoute, ça va parler notamment du droit de la famille. Alors, je suis prêt. Je vais être prêt quand la réforme du droit de la famille va être faite. Mais il faut attendre que ce soit passé pour sortir un livre désuet après quelques semaines. Effectivement. Parfait. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu es capable de me donner un montant dont tu te souviens, qui t'a marqué? Je te dirais que le plus vieux souvenir que j'ai, c'est que quand je suis à la maternelle et puis j'étais habitué d'aller faire des dépôts à la caisse populaire dans mon compte, et je me souviens d'avoir vu un montant de 400 $ dans mon compte. Oh, wow. C'est en quelle année, ça? Ben écoute, maternelle, ça veut dire qu'on parle de 1969, 70 dans ces eaux-là. C'est quand même beaucoup d'argent, là, 400 $ en dollars constants, puis là, j'ai pas le taux d'inflation parce qu'il a varié. Là. Par 5, là, c'est à peu près 2000 $. Oui, c'est quand même pas pire. Ouais. Puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Écoute, alors je vais te dire, c'était pas dans les 7 chiffres. OK. Puis, ton actif net? Mon actif net, encore là, je vais répondre avec une fourchette, c'est en bas des 8 chiffres. OK. C'est quand même pas mal. Ça laisse place à... il y a une grande variété d'interprétations, mais ça a l'air pas mal. Puis c'est quoi ton conseil le plus puissant, justement, pour s'enrichir puis se rendre dans les 7 chiffres? Il faut... je pense qu'à quelque part, il faut diversifier ses investissements, mais en même temps, il ne faut pas jouer trop fessier. À un moment donné, il faut prendre des risques calculés. Là. Donc, là, c'est de venir voir la prochaine grande vague. Là. Quels sont les secteurs qui vont être dans les prochaines années, qui vont avoir une croissance? Si on parle de compagnies en intelligence artificielle ou en biotechnologie, ce serait des secteurs que je privilégierais là, pour les gens qui veulent investir de façon intelligente, mais il faut diversifier. Il faut pas concentrer ses yeux dans le même panier, parce que si on se trompe de compagnie, malheureusement, ça peut nous coûter cher. Puis, écoute, pourtant, ça fait un bout de temps que j'ai ton blog, Danny, puis je savais pas que tu étais un actuaire, puis tu avais le titre de CFA. Tu le mets pas. Il y a plein de monde dans l'industrie qui mettent ça beaucoup de l'avant. J'imaginais que tu avais étudié en finance, là, comme la plupart des gens qui sont planificateurs. Mais pourquoi la planification financière? Quand tu te présentais au début, je trouvais un profil, tu sais, actuaire, CFA, qui aurait pu être en gestion de portefeuille, qui aurait pu être un consultant en sélection de gestionnaire. J'ai l'impression que c'est un domaine quand même que tu sembles connaître probablement plus que la moyenne des planificateurs financiers, l'investissement et la gestion d'actifs.
pourquoi t'intéresser plus à la planification financière qui est plus large que la fiscalité? Il y a du... Justement, tu viens de dire le mot-clé, large. J'aime la diversification, autant dans mes connaissances que tu sais, ce que je t'ai pas dit, c'est que avant d'être actuaire, j'ai fait un bac en musique. Okay. Tu sais, ça fait que c'est diversifié mes affaires. Ça fait que là, là, ce qui fait que j'ai choisi la planification financière ultimement, c'est que c'est ça, il y a une question d'étendue des connaissances, mais il y a une question aussi de sujets qui m'allument plus, et la fiscalité m'a vraiment allumé. C'est pour ça que je suis allé après ça faire une maîtrise en fiscalité. C'est que ça m'a... il y a quelque chose que j'ai découvert en fiscalité qui lorsqu'on maîtrise ce sujet-là, comme planificateur financier, on a vraiment un avantage sur un paquet de monde. Mais essentiellement, c'est à cause de l'étendue des sujets là, en planification. Puis ça m'amène une question parce que pour les gens qui s'intéressent justement à l'investissement, le but, c'est soit d'atteindre des objectifs financiers ou de s'enrichir ou d'atteindre un chiffre particulier. Il y a différents types de profils d'individus, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la partie investissement, de la planification financière. Il y a le 7 domaines, je connais pas les 7 par cœur, mais c'est large. T'as plus t'as le budget finance personnelle, t'as la fiscalité, t'as la planification successorale. En tout cas, c'est très large. Et oui. À quel point c'est important la répartition d'actifs? Je te pose la question parce que justement, je pense que tu en connais quand même quelque chose à l'investissement. Pour quelqu'un, admettons, qui dit « je veux devenir millionnaire » ou « je veux m'acheter X », à quel point le rendement de ses placements, donc le rendement absolu de ses placements va être clé pour lui, pour l'atteinte de ses objectifs, parce que ça fait longtemps que tu travailles avec des clients. Est-ce que c'est le facteur numéro 1? Est-ce que c'est le facteur numéro 10? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. C'est une très bonne question et à mon avis, si c'est pas le facteur numéro 1, c'est pas loin. Okay. À mon avis, c'est le facteur le plus important parce que faire 1% de rendement de plus qu'une situation avec laquelle on compare, on la compare, ça change le portrait du tout au tout. Ça fait que quelqu'un pourrait finir sa vie en ayant brûlé complètement ses actifs, puis si on augmente le rendement de 1%, il est multimillionnaire quand il meurt. Fait que c'est très sensible le rendement sur la. Sauf que il faut je dirais relativiser, faire 1% de rendement de plus en termes absolus. C'est une commande qui est quand même qui peut être importante par rapport à un plan de base où on ferait 4% de rendement, mais si on augmente de 1, on augmente de 25% le rendement de base. On a 25% plus de rendement chaque année que si on faisait 4%. Donc, j'ai écrit il n'y a pas longtemps là-dessus, justement, à propos des erreurs qu'on peut faire quand on fait des projections de retraite. Et c'était pas une erreur en relatif comme ça, c'était pas l'erreur la plus importante. Souvent, c'était dans le taux d'inflation qu'il fallait se concentrer. Mais tout ça pour dire que si quelqu'un veut s'enrichir, le taux de rendement utilisé, le taux de rendement qui va être réalisé au fil des années, c'est, à mon avis, vraiment la variable la plus importante. Elle se retrouve au numéro 10. Puis, toi, personnellement, comment tu fais pour... parce que là, toi, tu conseilles des clients. J'imagine que tu as d'autres licences. Tu n'es pas que planificateur financier. Tu as aussi des licences probablement en épargne collective et d'autres choses. Oui, mais je vais être franc avec toi. Je rencontre peu de clients, en fait, pour ne pas dire pas de clients ou qui m'appartiennent et dont je m'occupe tout seul. À chaque fois que quelqu'un m'appelle et qui veut faire affaire avec moi, je le réfère. Je le réfère à des gens avec qui j'ai des ententes de partage de revenus. Parce que, bon, c'est ça, je choisis mes combats. Et un des combats que j'ai choisi, c'est d'être en appui aux conseillers financiers de notre centre financier. Parce que là, je suis dans un centre financier SFL. Et donc, je suis associé
dans ce centre financier-là et mon rôle est vraiment être un rôle support au conseiller financier. Donc, je ne développe pas vraiment de clientèle à moi. Je comprends. L'aspect conseil, je vais être là en support, mais ce ne sera pas moi qui va être en première ligne. Puis j'ai lu justement récemment une phrase qui m'a un peu surpris sur ton blog, puis justement ça vient en ligne avec cette obligation-là de rendement. Puis je l'ai surligné sur mon browser, je te lis la phrase. C'est son mandat, votre gestionnaire, de battre quelque chose, peut-être un indice de référence, peut-être ses pairs, mais il doit le faire. S'il ne remplit pas ce mandat, peut-être devriez-vous envisager à déplacer vos billes. Je trouvais ça fort comme statement. Ça a du sens. Je pense pas en désaccord. Par contre, tu sais, battre les pairs ou l'indice, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir plus que 50% des gens qui réussissent ça de manière évidente. Et je me demande, tu sais, quand on choisit un conseiller, est-ce qu'on choisit un conseiller parce qu'il bat le marché? Souvent, il va sélectionner des fonds dans lesquels il y a des différents gestionnaires. Et selon moi, c'est assez difficile comme commande. Puis tu le dis dans ton article toi-même, tu dis, ben en fait, il y a des statistiques qui disent que la majorité des gestionnaires, une fois qu'on comptabilise les frais, sont pas si mauvais que ça. C'est juste que les frais, finalement, font en sorte qu'une majorité d'entre eux se retrouvent à pas battre les indices hors frais. Je veux dire, une fois qu'on a appliqué les frais. Et ça... Qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu parlais de gestionnaire? Est-ce que tu disais, ben, en fond, faut changer de fonds ou faut changer de conseiller? Je serais curieux de... Ben, il faut distinguer les deux niveaux. Il y a le conseiller financier qui est un intermédiaire, puis il y a le gestionnaire. Ouais. Le rôle du conseiller financier, c'est de choisir les bons gestionnaires pour son client. Ça fait que là, on pourrait interpréter cette phrase-là comme si vous êtes conseiller financier, puis les gestionnaires que vous choisissez ne font pas partie de la strate supérieure, ben choisissez d'autres gestionnaires. On pourrait interpréter ça aussi comme le client qui choisit son conseiller financier, mais il faut vraiment être conscient de ces deux étages-là. Ouais. Et le conseiller financier, lui, il ne fait pas de gestion de portefeuille. Ouais. Son rôle, lui, c'est vraiment d'être un chien de garde et d'offrir avec les outils qu'il a, les meilleurs fonds disponibles. Bon, les courtiers en valeur mobilière, c'est une autre, ils peuvent aller directement dans les titres. Mais le rôle du conseiller financier, en agissant comme chien de garde, on peut pas, s'il fait son travail, il peut laisser une chance au gestionnaire un certain temps, mais à un moment donné, il y a des décisions qui doivent se prendre. C'est la même chose, le modèle institutionnel est comme ça aussi. Vous savez, par exemple, dans les régimes de retraite, vous avez chez les assureurs, vous avez des personnes qui sont chargées, là, des équipes de CFA qui sont chargées de choisir les gestionnaires qui vont être offerts au régime de retraite, puis ils rencontrent les gestionnaires sur une base régulière, puis si après X mois, X années, ils n'ont pas fait le travail, bien, ils vont changer de gestionnaire. C'est plus à ça que je faisais référence quand je disais, là, à un moment donné, oui, on peut être patient, mais l'idée, c'est de choisir le gestionnaire à mesure du possible, qui a un track record qui fait en sorte qu'il va être dans les meilleurs. Mais évidemment qu'il ne peut pas, si tout le monde était meilleur que tout le monde, mais tout le monde serait égal. C'est clair. Puis l'autre chose aussi, c'est quand on choisit un fonds, des fois, le gestionnaire principal prend sa retraite et il y a quelqu'un d'autre qui est nommé. Ensuite, puis peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, à moins de lire le prospectus chaque année, il n'y a pas un processus où le client est appelé « Hey, là, on avait investi dans tel fonds, puis le gestionnaire merveilleux qui était là depuis 15 ans est parti. » Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça doit être la responsabilité du conseiller? Parce qu'on s'entend que monsieur, madame, tout le monde, c'est rare qu'ils vont connaître le nom de tous les gestionnaires, de tous les fonds dans lesquels ils sont investis. Oui, absolument. Est-ce que c'est la responsabilité du conseiller? Ben, il devrait faire un bout de chemin maintenant. En termes légal, je ne sais pas si c'est la responsabilité. Oui, non, je parlais pas sur le plan légal, juste selon toi. Ben, selon moi, le conseiller devrait être à l'affût. Tu sais, un conseiller, puis on le voit par expérience, là, un conseiller ne se concentre pas avec 50 familles de fonds. Là. Il va choisir 1, 2, 3 avec lesquelles il est très confortable. Il devrait savoir un petit peu ce qui se passe là, dans sa famille de fonds parce qu'il ne fait que se concentrer sur quelques fonds en particulier. Ça fait
c'est le rôle du conseiller, à mon avis, de suivre là, ce qui se passe à l'intérieur de son fonds. S'il y a un gestionnaire important qui prend sa retraite ou qu'il y a un accident d'auto, peu importe, ben, il devrait en informer ses clients. En tout cas, il devrait être à l'affût et puis, si jamais ben, les rendements sont plus au rendez-vous après le départ, ben, ce serait disons, une opportunité pour changer. Puis j'ai une question pour toi, c'est avec la crise du coronavirus et ce qui se passe, là, les gens de la PCU, donc ils peuvent un peu remettre à plus tard les décisions difficiles, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre dans leur retirer des séries, retirer des REER, ça a des impacts court. Et l'autre chose aussi, c'est que ça change le plan de retraite. C'est quoi parce que je pense que dans un premier temps, les gens pensent à, ben, tu sais, faut que je fasse mon prochain paiement. Ils pensent à court terme, puis c'est logique. À long terme, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que les gens devraient attendre que l'ouragan soit passé pour refaire un plan financier? Comment les gens, tu sais, l'impact, je pense, tu sais, plus on est vieux aussi, plus ça a de l'impact. Tu sais, je pense puis ils sont pas à plaindre parce qu'ils ont des bons salaires, mais des gens qui sont des cadres supérieurs, qui font des très bons salaires, qui sont dans la cinquantaine avancée, quand ils perdent leur poste, des postes de ce niveau-là, ça prend souvent plusieurs mois. Ça prend beaucoup plus de temps à en retrouver un autre. Et ensuite, si on a cet âge-là, peut-être qu'on n'en trouve pas un autre. Donc, qu'est-ce que ces gens-là, puis je dis ces gens-là, mais je te donne un exemple, mais en termes de planification retraite, ça devrait être quoi les étapes à suivre quand on a des imprévus puis le plan change en fond? Ben, moi, la première chose que je ferais, c'est de refaire des calculs avec le worst case scenario. Tu sais, on dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Là? Je me retrouve pas d'emploi d'ici ma retraite et regarder à quoi ça ressemblerait la situation. Donc là, ça nous donne vraiment, là, on a le fond du baril. Ouais. Et à partir de ça, ben là, on pourrait avoir un plan de match qui, d'abord, ça peut enlever du stress, ça peut augmenter le stress aussi parce que ça n'arrive pas du tout. Mais là, on peut ajuster son budget. Mais l'idée de refaire un plan de match, c'est que si on a une planification de retraite qui est bien faite, normalement, elle devrait faire en sorte qu'on est capable de maintenir son niveau de vie à la retraite. Aujourd'hui, on a un certain niveau de vie, on est capable de le maintenir à la retraite pendant toute la durée de la retraite. Alors, si on fait absorber cette crise-là sur toutes les années qui nous restent d'ici à notre décès, ben l'impact va être mineur. Hein? Ça fait que si je réduis mon budget de 1 000 $ par année, mes dépenses de 1 000 $ par année, ça va avoir un impact majeur quand même à l'autre bout. Ça fait que c'est la façon la plus, disons, la moins percutante là, d'affronter une crise, c'est de ne pas tout absorber, de ne pas dire, à cause du stress que ça génère, puis deux, à cause de l'importance que ça pourrait demander comme investissement pour faire du rattrapage. Bon, mais là, j'ai perdu 2 ans, il faut que je prenne les bouchées d'eau. Non, fais juste réduire ton niveau de dépense. Tu atteins un nouveau point d'équilibre. Avant ça, tu avais un certain potentiel. Bien là, ton potentiel, il est simplement plus bas parce qu'il est arrivé une COVID, puis tu as perdu ton emploi, puis peu importe la raison, puis la durée, mais tu es moins riche que tu aurais pu être si cet événement-là n'était pas arrivé. Alors, de combien tu es moins riche? Ben, regarde de combien tu peux moins dépenser par année. Puis là, ça va donner, bon, OK, finalement, je réduis mon train de vie de 3 000 $ par année, puis je suis capable de perdre mon emploi aujourd'hui, puis je suis correct avec la crise. Okay. Ce genre d'exercice-là que je pense qui pourrait être fait pour enlever du stress. Je te pose une question justement pour les gens qui ont encore leur emploi. Eux, techniquement, leur situation financière n'a pas changé. En mars, quand les marchés ont chuté, ils ont vu leur portefeuille diminuer de valeur, puis ils se sont inquiétés. Et là, c'est la théorie classique, c'est on a un plan, le plan est encore bon, peu importe qu'est-ce qui arrive dans le marché. La pire chose en général, c'est de vendre quand c'est en bas, puis d'acheter parce que le voisin a fait plein d'argent, puis tout le monde fait de l'argent facilement. Ça, je pense que peut-être pas tout le monde l'a compris, malheureusement. Pas assez de monde le comprenne. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu étrange où le niveau des marchés est revenu à peu près à ce qui était en janvier, mais la situation financière de la part des entreprises n'est pas la même. Et même, tu sais, j'ai interviewé des économistes sur le podcast, puis ils en savent plus que moi. Mais je pense que tout le monde se gratte un peu la tête. On est dans quelle situation? Est-ce que les gens devraient
la vérité qui est toujours bonne de dire on s'en tient au plan, ou dans mesure où une situation économique change tellement, est-ce qu'on change une stratégie de répartition d'actifs? Je serais curieux de t'entendre sur ça. Moi, je dirais que ça dépend de la situation de chacun, notamment si on est sur le bord de la retraite. Là, il faut pas se mettre des lunettes roses et il faut, je pense, prendre action là, sur un changement peut-être de répartition d'actifs. Mais ceci dit, les retraités, là, ça ne veut pas dire de s'en aller 100% en dépôt garanti. Là, hein? Ça veut dire d'avoir assez de liquidité pour les quelques prochaines années, les 3-4 prochaines années, mais le reste, moi, je m'en tiendrai au plan. Mais si on est jeune, moi c'est une crise. Elle n'est probablement dans les marchés financiers, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Sur les marchés boursiers, qu'est-ce que ça va donner. Mais au niveau économique, on n'est pas traversé. C'est pas en arrière de nous, cette crise-là. Puis peut-être qu'il s'en vient, en tout cas au niveau de la PME, peut-être qu'il s'en vient des choses, puis des pertes d'emploi, taux de chômage, augmentation, etc., qui ne seront pas jojo. Par contre, quand on investit sur les marchés boursiers, c'est des grandes entreprises, habituellement, ils passent à travers. Puis, alors, moi, si j'étais jeune, je regarde, mets ton relevé dans l'enveloppe, là, tu le regarderas dans 2 ans. Et, je pense qu'on s'en tient au plan de match, on continue, on fonce, parce qu'on n'est pas il n'y a pas les marchés boursiers ont connu des crises, et ils vont en connaître d'autres. Fait que, on s'en tient au plan de match si on n'a pas à décaisser. Si on a à décaisser, ben là, on s'organise pour avoir assez d'argent, mais surtout que ça a repris depuis janvier. Là, on s'organise peut-être pour justement sauver les meubles, là, sortir assez de liquidité pour une couple d'années, puis après ça, on laisse ça dans le marché. Puis, moi, c'est ma façon de voir. Tu mentionnais au début que tu étais spécialiste des stratégies fiscales. Est-ce que tu peux nous donner quelques trucs? Tout le monde veut payer le moins d'impôts possible de manière légale. Donc, est-ce que tu as des trucs à nous partager? Écoute, c'est pas vraiment des trucs parce que ce que j'ai fait, c'est un modèle et sur lequel on greffe un module d'intelligence artificielle qui, lui, va calculer pendant des jours pour être capable de nous trouver un plan de match qui est optimal. Okay. Maintenant, il calcule pendant des jours parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas trouver de formule mathématique à cause de la complexité de la fiscalité. Donc, il calcule, il fait des essais et erreurs, puis il améliore sa solution pendant des jours et des jours, puis il nous propose un plan de match. Ce que je peux dire, c'est des constats qu'on ressort des planifications de retraite qu'on fait. C'est pas seulement des trucs. Si on peut dire, on reporte, je dirais, les retraits des CELI puis du compte non enregistré, on s'en garde pour nos vieux jours. Ce qui veut dire qu'on décaisse un petit peu plus vite les REER que ce qu'on aurait pu intuitivement penser. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on constate quand on fait des planifications qui sont optimisées, c'est qu'on se garde du CELI, puis tout ça. Il y a des gros comptes CELI au décès qui fait que la valeur successorale est maximisée. Parce qu'au décès, qu'est-ce qui se passe avec un CELI? C'est libre d'impôt, puis ça reste libre d'impôt aussi au décès? Oui, c'est ça. Ça reste libre d'impôt au décès. Ça peut être transféré au conjoint libre d'impôt aussi. Mais dès que le deuxième décès est arrivé dans un couple, ben là, ça se transfère à la succession et là, ça perd son statut. Et là, si c'est pas retransféré dans un titulaire subrogé, ben là, à un moment donné, les intérêts, les rendements vont être imposables à l'intérieur de la fiducie. La succession, la fiducie qui est la succession. Puis, mais donc, ça perd son statut. OK. C'est juste pour les conjoints ou que ça garde son statut libre d'impôt. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Donc, pas de truc. L'autre chose, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens, justement, qui se disent qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, la réalité, c'est. Oui. Oui, excuse-moi. Ben, tu dis, il n'y a pas de truc.
Tu sais, moi, je il y a trouve des que les milliers de rentes... trucs. Faut savoir lequel utiliser. On voit aussi, c'est que les rentes viagères, si on fait des projections sur du long terme, là, il ne faut pas avoir peur de souscrire des produits qui vont améliorer notre situation. Rente viagère, là, les gens disent souvent, les conseillers financiers disent souvent, c'est pas le temps d'acheter des rentes, les taux d'intérêt sont bas. Il y aura toujours un bon prétexte pour refuser d'acheter une rente viagère. Mais avoir la paix d'esprit, tu dis, peu importe, je prends une partie de mon portefeuille, je m'achète une rente, ça c'est blindé, une rente indexée qui suit l'inflation. Ça améliore souvent le portrait. Bon, excuse-moi là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis en plus, tu es un actuaire, fait que je sais que tu sais de quoi tu parles quand tu parles de ce type de produit-là. Tu as étudié là-dedans. On me semble qu'on n'en voit pas. Puis là, je suis pas un planificateur financier, puis je travaille pas avec du monde à la retraite, mais tu sais, dans le monde des finances personnelles, en tout cas, les rentes viagères, c'est pas un mot que j'ai vu souvent. J'ai l'impression que puis la même chose au niveau des employeurs. Il y a peu d'employeurs aujourd'hui, à part les gouvernements, qui donnent des plans de retraite à prestations déterminées. Est-ce que c'est des produits qui peuvent être attrayants ou le risque, parce que dans le fond, il y a la personne qui offre le produit, qui en général une compagnie d'assurance, prend un risque puis nous charge des frais qui font en sorte que c'est moins intéressant. C'est quoi moi, c'était ma perception, c'était ça, c'est que c'était des produits qui n'étaient pas si intéressants parce que dans le fond, oui, on payait cher pour la garantie en quelque sorte. C'était ma perception. Je suis pas un actuaire, je suis pas un CFA. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Il faut simplement comprendre qu'une rente viagère, c'est un produit, c'est une assurance longévité. Hein? Autant une assurance vie, une assurance décès prématuré, autant une rente viagère, c'est une assurance contre la longévité. À quelque part, il y a un point de croisement. Hein? Quand on fait des projections avec un portefeuille qui est décaissé, à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le compte. Alors, à partir de ce point-là, une rente viagère devient rentable. Fait que là, on magasine sa rente viagère, puis ça fait que là, on peut regarder avec les projections qu'on fait à partir de quel âge la rente est rentable. Si elle est rentable à partir de 97 ans, peut-être qu'on va continuer à gérer son portefeuille de façon raisonnable, puis faut faire les rendements, par exemple, qui ont été projetés, alors que la rente viagère est béton. Mais si le point de croisement est à 89 ans, là, à un moment donné, c'est quoi les probabilités que je survive à 89 ans? Ça se peut que ce soit plus de 25 30 l'espérance de vie d'une femme de 65 ans, c'est à peu près ça, 89 ans. Donc, vous avez une femme sur deux de 65 ans qui va excéder l'âge de 89 ans. Fait que si on est face à ce problème-là, il s'agit juste d'y aller avec des probabilités. On ne saura jamais avant de mourir ou avant d'avoir traversé ce point de croisement-là si on a fait un bon coup, mais il faut prendre une décision à un moment donné. Fait qu'on peut y aller avec des probabilités. Puis j'ai une question de base là, mais je suis curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'espérance de vie moyenne à travers toute la population, que tu as 5 ans, c'est la même espérance de vie moyenne. Mais effectivement, quand tu as 65 ans, tu sais, mettons, je sais pas c'est quoi l'espérance de vie au Canada, est-ce que tu le sais par cœur? Non, mais on voit souvent 80 ans. Là. C'est ça. Mettons qu'il y a 80 ans, mais quand tu as 65 ans, tes chances de vivre sont très, très bonnes là, parce que tu as survécu les 65 premières années. Où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que c'est sur Statistique Canada? Les gens qui sont curieux puis qui se disent c'est quoi mes chances de vivre jusqu'à 96 ans, par exemple? Ils trouvent ça où? Oui, on peut fouiller sur le web. Il y a particulièrement sur le site de l'Institut québécois de planification financière les normes de projection. Alors, c'est des guides qui devraient être suivis par les planificateurs financiers qui font des projections de retraite. Et à l'intérieur de ces normes-là, qui sont publiques, il y a des tables de mortalité. Là, on voit des pourcentages. Puis on voit même des pourcentages conjoints, c'est-à-dire dans un couple, s'il y a deux personnes de 65 ans, la probabilité qu'au moins un des deux atteigne tel âge, on les voit aussi. Ça fait que c'est très intéressant. Puis on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va se rendre à 100 ans. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tes connaissances avec nous. Puis en terminant, ça serait quoi le conseil que tu aurais pour les gens justement qui vivent l'incertitude économique aujourd'hui puis qui se disent il faudrait que je m'occupe de mes finances, mais je sais pas par où commencer. Il y a quelque chose que j'entends souvent sur nos médias sociaux. Ça serait quoi les conseils que tu aurais pour quelqu'un comme ça? Ça va faire drôle à dire, mais ça va être d'attendre la sortie de mon livre parce que le titre, c'est « As-tu réglé ça? »
OK. Puis ça fait le tour, justement, on dit quoi faire dans les différents domaines, mais je dirais la priorité, c'est de régler des volets protection, là, parce que s'il arrive une bad luck, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le volet assurance, régler ça. Ensuite, le volet, si on est capable, évidemment, là, parce qu'il faut faire l'épicerie avant de prendre la pyramide de Maslow, c'est tout le monde. Là. Mais donc, c'est ce que je donnerais comme conseil. Commencer par les volets protection, puis après ça, se mettre de l'argent de côté. Là, il y en a plusieurs qui vont être sensibles au fonds d'urgence, au fameux fonds d'urgence dans la planification financière, qui n'était pas très, très populaire avant la COVID, mais là, tout le monde va être plus conscient de l'importance d'avoir un fonds d'urgence de quelques mois, du moins, en cas de perte d'emploi. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Danny. C'est super apprécié. Merci.